prenez place. Merci à toutes et à tous. Pierre-Olivier vous l'a dit, l'objectif aussi de la REF, c'est essayer d'éveiller les consciences et de mettre le doigt sur les changements qui vont toucher vos entreprises respectives. Et Pierre-Olivier l'a bien dit, il n'y a aucune entreprise qui va pouvoir échapper à la transition climatique qui est donc énergétique. Alors on a souhaité ouvrir cette REF avec ce sujet, ô combien brûlant sans mauvais jeu de mots avec le réchauffement climatique, mais vous savez que la loi climat-biodiversité a été adoptée, la prochaine COP de Glasgow va bientôt s'ouvrir. On va essayer de voir quelles conséquences très concrètes sur les entreprises, sur les organisations, cette prise en compte du changement climatique va impacter, mais surtout on va essayer d'apporter des solutions et des réponses et montrer qu'il y a déjà des business qui se créent et des entreprises prennent des positions. On verra avec SolarPen, c'est plutôt assez original. Et puis on va essayer de voir comment chacun à son niveau peut agir pour son organisation, son entreprise, ses salariés et son écosystème. Alors pour en parler, donc je vous présente les intervenants. Éric Berger, vous êtes le monsieur du milieu, vous êtes chef de projet industrie au think tank Shift Project. Alors vous nous présenterez tout à l'heure votre think tank. Nadège Bernard, vous êtes la dirigeante de SolarPent. Merci d'être avec nous. Olivier Roland, on ne le présente plus, directeur commerce EDF Sud-Ouest. Donc évidemment, quand on parle d'énergie, on pense forcément à EDF. Philippe Carrère, vous êtes le directeur régional Occitanie d'Eiffage Construction. Et William Vidal, vous êtes le fondateur et dirigeant de EcoCert. Alors EcoCert, cofondateur, vous étiez plusieurs. Vous étiez un pionnier, un des pionniers, en tout cas, de la prise en compte de l'environnement dans les démarches RSE, notamment de produits. Alors, Éric Berger, Shift Project, vous nous présentez un peu ce think tank. On va démarrer un peu avec vous pour ouvrir la table ronde, fixer les idées. Bien volontiers, je vais essayer de donner quelques éléments de débat. D'abord, pour me présenter, moi je suis industriel, j'ai été chef d'entreprise pendant 20 ans, 30 ans dans l'industrie. Je dirige une boîte qui s'appelait Parex, qui a une usine ici à Portée-sur-Garonne. J'espère que votre maison a des produits Parex. Et je suis là, néanmoins, avec une autre casquette, qui est celle du Shift, auquel j'ai dédié un tiers de mon temps. Mais je suis fondamentalement un industriel, donc j'aurais pu venir avec une casquette ou bien l'autre. Voilà. Le Shift, qu'est-ce que c'est? Le Shift, c'est un think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être. Il fait pas mal de conférences, il est prof à l'école des mines. C'est aussi le père du bilan carbone en France avec l'ADEME. Et qui a créé ce think tank pour essayer d'influencer et de faire la transition carbone beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est un think tank d'ingénieurs. Donc j'en discutais avec notre camarade d'EDF, nous ne sommes pas anti-nucléaires, ce qui est rare pour des écologistes, entre guillemets. Voilà, et nous sommes avec une particularité, c'est que notre mesure des choses est physique. On ne dit pas que l'argent, c'est pas intéressant, c'est essentiel. Mais quand on a un problème à résoudre, qu'il soit d'ailleurs de la santé, on a affaire à un virus, on va traiter le virus. Quand on doit décarboner, il va bien falloir qu'on s'attelle à enlever le carbone. Donc il faut regarder l'économie, non pas sous le prisme financier, qu'on peut voir ensuite, mais sous l'angle du problème à régler, c'est comment j'enlève le carbone. Et ensuite, on verra comment financer tout ça. Sinon, on ne décarbone pas, en fait. Alors, vous êtes combien au think tank aujourd'hui? Alors, c'est à peu près 20 permanents, mais en ce moment, il y a plus de monde. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Jancovici a souhaité qu'on lance un grand projet qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Alors, ça a l'air grandiloquent comme ça quand on l'entend. Le PTEF. PTEF, voilà. Mais qui a une vocation, c'est à sortir juste avant les présidentielles pour essayer d'influencer tous les candidats avec ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, hein. Il faut décarboner. Donc, tout le monde dans la salle sait qu'il faut décarboner. Et j'en dirai un petit mot après sur, à mon avis, ce qui est le plus important à retenir pour nous. Mais l'essentiel, c'est que en fait, tout le monde fait des plans en silo. D'ailleurs, le gouvernement a demandé à chaque profession, la chimie, le ciment, le transport, de produire des feuilles de route. Et ces feuilles de route, chacun explique comment il va être à moins 80% d'émissions en 2050. Alors parfois d'ailleurs en oubliant le point de passage 2030, parce que en fait le problème c'est pas juste d'être neutre en 2050, il faut commencer à baisser vite, le plus vite possible. Oui, d'ailleurs c'est un des problèmes, on va en parler après. On va en parler, on est un peu en retard. Voilà. Mais le problème c'est que quand on raisonne en silo, en fait, on arrive à des conflits. Je prends un exemple, l'hydrogène. Vous faites la liste de tous les gens qui disent « Moi, monsieur, le gouvernement, je veux être sponsorisé, enfin, je veux être subventionné pour avoir d'hydrogène vert ». En fait, vous arrivez, il faudrait doubler la production française d'électricité pour servir tout le monde.
on sent que ça ne va pas être possible, même si on relance le nucléaire un petit peu. On va en parler peut-être ensuite. On en parlera. Ouais. Voilà. Il y a autre conflit d'usage. Je vous donne un exemple. Hein. Chaque industrie dit, à part l'électricité, moi, j'ai une solution, la biomasse. Au sens le bois, les substances végétales, etc. Mais moi, j'ai fait l'exercice au niveau industrie, parce que moi, au Shift, je suis à la fois dirigeant du Shift, parce que je sponsorise le Shift, et puis je contribue avec mes travaux. Si je fais la somme de tous les gens qui veulent utiliser plus de biomasse pour remplacer du fuel, du gaz, ben, il va falloir 2 fois le territoire français pour produire cette biomasse. On voit bien que ça ne va pas être possible, enfin, à moins qu'on lance des projets de conquête territoriale. C'est pas l'ordre du jour. Ouais, j'ai l'impression. Oui. Du coup, face à ces feuilles de route qui se juxtaposent, est-ce que vous apportez davantage de transversalité à Shift? Oui, alors justement, ce qu'on essaie de faire, c'est chacun a commencé un peu dans son silo, et puis après, on fait le travail qui est difficile et que ne fait pas le gouvernement, si on peut dire. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'il est difficile qu'il ne le fait pas? Non, parce que c'est compliqué, il y a aussi des urgences à régler, et nous, on n'a pas à traiter les urgences dans un think tank. C'est l'avantage qu'on a, c'est facile. Vous avez le temps long un peu. Ouais, on a plus de temps long. Mais justement, on est là pour rappeler ce problème de temps long. Et on est maintenant dans la phase de concertation et on voit tous les conflits d'usage qui nous sautent à la figure. La biomasse, l'électricité, il y a des conflits d'usage à tous les niveaux. Alors, et ce problème-là, on se dit, il va falloir que les gens travaillent ensemble. C'est pour ça que d'ailleurs des assemblées comme celle-là sont hyper intéressantes avec plein d'industries, c'est qu'on peut confronter les choses et se dire, non, je ne suis pas tout seul, je réclame la biomasse, mais attends, effectivement, peut-être que ça serait plus utile chez mon voisin que chez moi, en fait. Ça m'emmerde un peu, mais il va falloir prioriser. Ouais, voilà. Donc là, c'est le rôle du gouvernement ou d'instances comme le MEDEF qui peut aider justement un gouvernement à prioriser ou pas. Mais avant d'aller là-dedans, je voudrais juste donner 2-3 choses pour cadrer le débat. Bon, je pense qu'il n'y a pas longtemps, on avait fait d'ailleurs une université qu'on appelle l'univers Shifté, avec 1000 personnes à Lyon. D'ailleurs, il y avait M. Martin du MEDEF, et qui a, sous les attaques, qui avait dit mais ne croyez pas que le problème climatique ne soit pas dans la tête des dirigeants aujourd'hui, tout il y est. Je suis entièrement d'accord. Là, je remets ma casquette de dirigeant. Il y en a très peu, sauf peut-être des plus petits qui ont plein de court termes à régler, mais quand même, ils y sont confrontés tous les jours. Même si je discutais à midi avec quelqu'un qui a une flotte de camions, il se pose la question de quelle technologie il va prendre, gaz, électricité. Mais maintenant, le vrai problème que l'on a, c'est le suivant. C'est, premièrement, on n'a pas idée de l'ampleur, de la rapidité dont on va devoir faire preuve. C'est hallucinant, parce qu'en fait, on est persuadé qu'on a fait beaucoup. En fait, quand vous regardez les chiffres, nos émissions n'ont baissé qu'en 2020 à cause du Covid. Globalement, je parle au niveau de l'Europe, je parle de la France spécifiquement. Les autres années, ça a été une hausse. Non, ça monte. C'est-à-dire, et là, par exemple, Covid, on a fait, 2020, on a fait moins 5 ou moins 6, et 2021, ça va être plus 6. Donc, on n'est pas en train de décarboner. On est en train. Donc, ce qu'on avait dit en 2021, on dit on faut se mettre en 2001 avec Paris, on va s'y mettre. En fait, on réfléchit, mais dans les actions, ça ne se traduit pas. Donc, on disait à l'époque, il va falloir qu'on baisse de 3-4% par an. En fait, maintenant, on est plutôt à 5. On est à 5, et si on ne bouge pas d'ici 2030, on va devoir passer à 6. Et là, pour vous donner l'ordre d'idée, ça veut dire qu'il faut faire des. C'est comme si on baissait la consommation de carbone de 1 Covid ou plus par an. Alors, si possible, sans se confiner, mais c'est juste énorme comme impact économique. Donc, comment on fait, quoi? Voilà. Ensuite, le deuxième truc que je pouvais vous dire, je ne vais pas vous faire tout le PTEF. Non, mais du coup, sur ce sujet, par exemple, l'accélération, c'est là-dessus que vous essayez de sensibiliser et les politiques et les parties prenantes, les entreprises. Oui, alors il y a deux grands pôles qui sont problématiques quand on parle d'accélération, en fait. Le premier, c'est de dire, le pôle catastrophiste, décliniste, sobriété, haro sur la voiture, haro sur tout, la sobriété pure, etc. C'est impossible parce qu'on n'a plus ce mode de vie-là. Donc la sobriété pure, c'est pas possible. A contrario, il y a les BA de la technologie qui disent mais de toute façon, en lançant le progrès technique, on va y arriver, la preuve. Et d'ailleurs, tous les industriels, surtout les plus gros d'ailleurs, les boîtes cotées, expliquent souvent qu'ils vont décarboner de 20 à 30% d'ici 2030-35. Et puis il se passe un miracle en 2040. Entre 40 et 50, ils deviennent neutres. Parce qu'ils se disent nos successeurs vont trouver la baguette magique. Oui, peut-être. Technologique. Oui, c'est ça. En fait, parce que peut-être les dirigeants ont plus de 50 ans, donc ils font un petit calcul et puis ils se disent c'est bon, ça a marché. Non, mais parce qu'en fait, ils sont embêtés. Ils se disent oui, j'ai des choses, des progrès techniques dans le carton. Je vois ce que je vais faire. Donc ils arrivent à moins 25, moins 30. Et je vais en parler ensuite des ordres de grandeur.
Ouais. Et après, les autres trucs, oulala, ça coûte trop cher. Effectivement, on saurait décarboner le ciment, par exemple. Le ciment, quand vous le faites, le problème, c'est qu'il vous faut une flamme pour faire le clinker, qui est et non seulement la flamme émet du CO2, mais en plus, il y a un dégagement gazeux, chimique, qui se fait. Donc, comment vous faites pour faire un ciment bas carbone? C'est très, très difficile. Et on dit, on pourrait capturer, ou il y a d'autres procédés, mais ça coûte trop cher. Donc il faudrait, par exemple, le ciment qui est vendu, je sais pas, on va dire dans la région, je sais pas combien c'est exactement, mais je crois que c'est autour de 110 € la tonne. C'est pas cher, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des habitations. Les Fage confirment le prix. Oui. Bon, je suis sûr qu'il a un meilleur prix que ça. Mais à 200 € la tonne. Alors évidemment, c'est un problème microéconomique en fait. Mon bétonnier ne va pas accepter 200 € la tonne. Et pourquoi il n'accepte pas? Parce qu'il pourra pas vendre. Parce qu'il se dit que mon voisin de gauche ne va pas accepter que le mètre cube de béton passe de 120 à 125. Déjà, il hurle. Voilà, parce qu'il lui-même, il a un cahier Mais des charges. Il a des clients, et puis il a des clients derrière. Voilà. Mais on voit bien que de loin, en fait, un ciment à 200 € la tonne, quand on prend de la distance, d'abord, il y a des pays où c'est à 200 € la tonne. Il y a même des pays où c'est à moins. C'est en Chine. Moi, j'ai longtemps travaillé en Chine. On peut le trouver, à une époque, on le trouvait à 50 € la tonne. C'est pour ça que la production va aller plus vite. Mais ils disent, non, je ne peux pas. Macroéconomiquement, vous êtes bien gentil, mais moi, j'arriverai pas. Les clients ne veulent pas. Mais on sait qu'une maison de 100 mètres carrés sur laquelle vous allez vendre à 2 fois plus cher le ciment, ça va rajouter 1000 à 1500 € la maison. Donc c'est à la fois beaucoup, mais pas beaucoup par rapport à l'ampleur du problème. Et puis en plus, avec le principe de scale-up, c'est-à-dire que plus on en fera, plus on capturera le CO2 dans les cimenteries, plus les procédés coûteront moins cher. Ouais, donc il y a aussi cet effet d'accélération qu'il faut prendre en compte. Alors en fait, pour essayer ensuite de venir à des choses très tangibles, pour lancer le débat, je dirais, d'abord, je pense que le -5, ça ne sera pas suffisant, il faudra être beaucoup plus rapide que ça. Et que si chacun dans son secteur d'activité, on ne voit pas la pression venir dans les faits, on la voit en termes de discours, dites-vous que de toute façon, on va tous devoir s'y mettre. C'est comme quand il y avait le Covid et on pensait que, à Wuhan, ils sont confinés, mais nous... Puis après, c'était les Italiens. Ouais, c'est bon, les Italiens, c'est loin, puis ils sont nuls, ils ne savent pas s'y prendre. Donc si vous ne faites pas -5, chacun dans son industrie, on sait que vous ou vos fournisseurs, d'ailleurs, parce que parfois, si vous êtes une industrie de service, c'est vos fournisseurs. D'ailleurs, c'est l'autre point, d'ailleurs. Ne pensez pas, si vous allez voir les travaux du Shift, notamment il y a des très bons travaux sur l'informatique, l'IT, qui montrent qu'il n'y a rien de plus physique que ce qui est soi-disant dématérialisé. Faire un ordinateur, c'est beaucoup de terres rares ou de composants électroniques. Les serveurs, il faut les refroidir. Enfin, c'est juste gigantesque. Je vous invite à aller voir sur le site. Il y a des très bons papiers qui sont faits là-dessus, ou les conférences de Jean-Marc Jancovici. Vous pouvez trouver qui sont gratuites sur YouTube. Même ses cours à l'école des mines sur la décarbonation. Honnêtement, si on aime un peu, c'est pas du tout pédant, c'est très grand public. Et les cours de l'école des mines gratuitement, 12 fois 2 heures, pour les longues soirées d'hiver. Elles vont quand arriver. Les boîtes de nuit sont fermées. C'est vrai, encore. Bon, juste pour vous dire, donc la vitesse sera là. Donc, et si ça ne vous prend pas tout d'un coup, à un moment, il y aura un effet de marche d'escalier énorme qui fait que, comme le Covid, on ne s'imaginait pas être confiné chez soi, ça arrivera. Donc, pour moi, juste pour vous dire, pour lancer le débat, 3 trucs. Quand on regarde les leviers qu'on a à disposition, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le progrès continue. Si vous en avez, il faut y aller à fond. Mais on sait que ça représentera quoi? Peut-être un tiers de la marche à faire. Il ne faut pas se leurrer. Alors, ça peut être plus dans certains domaines, puis moins dans d'autres. La sobriété, oui. Nous, au Shift, on est plutôt techno-enthousiastes. Donc, on arrive à se dire, on fera peut-être à 20-30% de sobriété. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des efforts sur ces habitudes. Dans notre scénario, sans livrer le scoop, parce que le PTF va être publié il est publié avec quelques rapports intermédiaires, et en décembre, on va le sortir pour que les présidentielles, on va essayer d'influencer les candidats, on essaie de les voir un par un. On a vu Montebourg l'autre jour, je ne suis pas sûr que ce soit le plus... On n'a pas encore réussi à voir ni Macron ni Zemmour, mais bon, on fait ce qu'on peut. On croit plus à la techno que d'autres. Mais la sobriété, on l'a essayé de la limiter à un tiers à peu près. Mais attention, c'est énorme. Déjà, on essaie de la limiter. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Je vous donne 3 exemples de sobriété. De dire, si on veut arriver à avoir décarboné, après avoir fait des choix, et on veut notamment l'agriculture et réserver de la biomasse à de l'industrie, parce qu'il y a un conflit sur la biomasse. Vous vous rendez compte nous, notre scénario, il divise la consommation de viande par 3 à 2050. Moi, j'adore la viande. Je dis, on va peut-être pouvoir y arriver avec meilleure qualité, notamment
monsieur à la TDCOCERT pourra nous dire, mais où la construction de voitures va baisser d'un tiers, parce qu'on va pousser d'autres types de mobilité, où le logement aussi, on fera plus de rénovation, moins de neuf, mais on n'aurait mieux de pas les faire. Mais on n'arrive pas à boucler notre scénario à 2050. C'est pas qu'on nous, on ne cherche pas la sobriété au Shift, hein, on n'est pas déclinologue, mais on n'arrive pas à faire boucler le scénario à 2050 sans ça. Et pourtant, il nous reste le dernier tiers, celui sur lequel beaucoup d'industriels comptent, qui est l'innovation de rupture, c'est-à-dire majeure, c'est-à-dire qui, par exemple, je fais de l'acier sans émettre de CO2, ce qui est incroyable, puisqu'aujourd'hui, il faut quasiment 2 tonnes. Quand vous faites une tôle automobile ou une tôle aéronautique, alors c'est plutôt de l'aluminium en aéronautique maintenant, mais l'acier plat, c'est 2 tonnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une coquerie en amont, et ce coq émet énormément de CO2, et c'est terrible. Donc comment on fait? Il y a des processus de rupture, mais à chaque fois, on se heurte à un truc qui est de dire, mais qui paye pour ça? On va parler tout à l'heure du modèle économique. Et on a quelques idées sur la façon de payer. On parlera. Est-ce que la taxe carbone, on évoquera ça tout à l'heure. C'est peut-être pas le meilleur levier quand on préparait ce rendez-vous. Vous me disiez, mais en tout cas, il existe et on va parler du prix de la tonne de CO2, notamment avec Olivier Roland. Alors, William Vidal, vous êtes le président cofondateur d'EcoCert. Vous êtes un organisme de certification. Un mot rapidement sur votre entreprise, puis après on va poursuivre le débat, rentrer dans le débat. Oui, alors EcoCert est surtout, bonjour à tout le monde, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi, est surtout connu pour sa certification des produits de lecture biologique qui représente 75% de notre activité. Mais actuellement, on se diversifie. Nous avons dans la formation, le conseil, la raison d'être, la RSE, en gros sur le triptyque sensibiliser, former, conseiller et récompenser par la certification pour montrer, disons, aux consommateurs et au monde qu'on respecte un cahier des charges et qu'on s'est engagé. Alors sensibiliser, c'est un peu l'objectif aussi de cette première table ronde. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Vous me disiez, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément conscience des efforts qu'il va falloir fournir pour atteindre cette fameuse marche. C'est ce que vous voyez, vous, quand vous accompagnez des entreprises? Alors moi, je vais parler sur le contrôle scientifique des chiffres projets, mais il est clair que pour un chef d'entreprise, aujourd'hui, il y a une première chose à faire, c'est accepter les faits et les fonctionnements. Ça a été dit un petit peu. Bon. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, les activités humaines dépassent les capacités de régénération de la planète. Voilà. Donc c'est un fait. C'est un fait. Le rapport du GIEC, notamment l'extract pour les décideurs, il n'y a pas photo. Quand on le lit, les intervalles de confiance, le GIEC, depuis 15 ans, annonce des scénarios qui se réalisent, même ils étaient plutôt prudents. Maintenant, ils sont un peu moins prudents parce qu'il y a tellement d'urgence sur ça. Bon, on parle beaucoup de carbone, mais il y a la biodiversité. Bon, il y a le COP 15 qui va se réunir à Kunming en Chine, qui démontre que... c'est sûr que l'été, il y a moins de moustiques sur le pare-brise. Par contre, il y a des moustiques du chikungunya en ville. Les oiseaux disparaissent, etc. Mais tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas isoler, raisonner en silo, etc. Oui. Donc la première des choses, c'est il ne faut pas être climato-sceptique. Parce que moi, j'entends encore des fois, oui, mais par le passé, il y a déjà eu des réchauffements, tout ça. Mais pas en 150 ans, en 20 000 ans, en 1 million d'années, mais pas en 150 ans. Donc on est dans une situation extrême. C'est-à-dire qu'il y a une urgence extrême. Et ce n'est pas linéaire. J'ai pu comprendre que c'est exponentiel. C'est-à-dire que les phénomènes sont exponentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 1,3 degré, à peu près, je crois. Quand on sera à 2, ce ne sera pas 0,7 de plus. Ce sera 2-3 fois plus. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a urgence. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre pour que ce soit trop tard. Il y a urgence à agir. Plus on attend, plus on subit, en fait. On va subir la réglementation parce que l'urgence va passer dans la loi, dans le règlement, et ça va s'imposer à tous de manière très brutale. Donc ce que vous dites à vos chefs d'entreprise que vous accompagnez, anticipez un maximum pour ne pas subir. Oui, mais pas seulement. La réglementation, ce n'est qu'un des aspects des contraintes qu'on aura demain si on ne les a pas anticipées. Mais il y a d'autres contraintes. Le fait qu'on n'aura pas commencé une certaine mutation. Bon, faire de la RSE aussi bien, mais la RSE de confort, si je peux dire, je suis très méchant en disant ça. La RSE, c'est un outil, ce n'est pas un but en soi. Donc il faut travailler sa raison d'être, en gros, mais à quoi je sers avec mon entreprise, à quoi je sers dans la société. En dehors, évidemment, de la dernière ligne du compte d'exploitation. À quoi je sers?
Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, et qu'on sert à quoi, hein? Voilà. Ça sert à rien voilà. Non, mais c'est important, c'est très important. Et une fois qu'on a répondu à cela, il faut visualiser et formaliser la marche qu'on doit franchir pour être dans le coup. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le coup? C'est évidemment anticiper la réglementation, c'est contribuer et faire sa part par rapport au 1,5 degré, ou plus probablement au 2 degrés, c'est commencer une mutation qui parfois peut demander du temps. C'est-à-dire que si on démarre tout doucement, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il y a des décisions cruelles, il y a des métiers qui doivent changer. Si on doit changer de métier, il vaut mieux commencer très tôt, anticiper, faire ça progressivement. Mais il faut aussi motiver ses salariés. Il ne faut pas attendre que votre image se dégrade et que vos salariés, vos talents ne viennent pas ou s'en aillent, etc. Et directement aussi, l'impact climatique peut nous impacter. Bon, aujourd'hui, il vaut mieux pas avoir une usine dans un inondable, c'est très clair. Hein. Il vaut mieux pas. C'est très concret, quoi. Donc vous me disiez que pour vous, le monde de l'entreprise aujourd'hui n'est pas encore en marche vers cette révolution, qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont climato-sceptiques passifs. C'est-à-dire que c'est un état de fait, mais qu'ils ne le prennent pas en compte, ils ne le traduisent pas dans leur organisation. Non, je ne veux pas traiter tous les chefs d'entreprise de climato-sceptiques. Je dis passifs, simplement... ce qui est très différent. Ils sont pas, c'est pas des militants de la... Non, mais c'est vrai qu'on est pris par le quotidien quand on est chef d'entreprise, et l'écoute des signaux faibles, parfois, n'est pas difficile. Voilà, surtout les petites entreprises. On est fort au moulin. Mais aujourd'hui, les signaux faibles sont des signaux très forts. Le rapport du GIEC, c'est un signal très fort. Le Congrès national de l'Union internationale de la conservation de la nature, c'est un signal très fort. Voilà. S'imaginer qu'on peut continuer business as usual sans tenir compte de ça, mais c'est une erreur stratégique énorme. Énorme. Parce que derrière, on va aussi perdre des marchés, des clients. Hein. Bien on sûr. en parlera tout à l'heure. Alors il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il ne faut pas jouer des passagers clandestins, comme dit Jean Tirole. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les autres mettent en place tout ce qu'il faut et nous, on prend le train. Mais on ne peut pas prendre le train. Parce que chaque entreprise, c'est un cas particulier. Vous ne pouvez pas prendre les solutions d'une autre entreprise. Bon, on a vu les différents secteurs, etc. Donc, il faut commencer de suite, parce qu'il y a urgence, se mettre en cause, aller dans le bon sens, c'est-à-dire réfléchir assez pour visualiser cette marche, qui peut être très importante. Et une chose très importante aussi, c'est que pour passer d'un point A à un point B sans transition, ce n'est pas possible. Les transitions, elles sont plus ou moins longues selon les entreprises. Alors William Vidal, moi je me mets à la place des chefs d'entreprise, des dirigeants qui sont là, ils sont un peu désemparés face à ce sujet. Comment on fait? Moi, ce n'est pas mon core business de faire des bilans carbone. Je commence par quoi pour savoir comment agir, comment être dans le marché dans 5 ans, 10 ans encore? La première chose, c'est s'informer. Je crois qu'il faut lire, bon, même si c'est imbuvable, lire, s'imposer de lire le rapport du GIEC pour les décideurs. Après, il y a des think tanks Shift qui peut peut-être vulgariser. Il peut traduire un petit peu. Mais je crois qu'il faut s'informer pour le mettre dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous touche. Ça nous touche au cœur, intellectuellement, et il faut être convaincu. Si on n'est pas tout à fait convaincu ou si on raisonne sur le court terme, on ne peut pas y arriver. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut évaluer ses impacts. Bon, on peut parler du bilan carbone, mais suivant les activités, ça peut être un impact sur l'eau, ça peut être un impact sur la biodiversité. Ça, il faut absolument visualiser ses impacts. Et comment on fait là? Il faut faire appel à des cabinets experts? Oui, non, mais il y a bien un cabinet de conseil qui peut vous faire un bilan carbone. C'est pas bien compliqué maintenant parce qu'il y a des impacts partout qui vous donnent combien il y a de CO2 par kilomètre de TGV, etc. Bon, il suffit de piocher. Pour la biodiversité, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre des intervenants extérieurs. Une fois que vous avez fait ça, il faut visualiser ce que vous devez faire pour faire votre part. Ça veut dire, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, dans mon secteur, etc., je fais assez pour contribuer à être à 1,5 degré ou 2 degrés? Ça se calcule. On sait qu'en France, je ne sais plus, c'est 11% des émissions européennes, je crois. Non, c'est l'Europe qui est 11% des émissions. La France représente 2%. Le transport, c'est X%. On peut faire une règle de 3 par le nombre de salariés ou par le chiffre d'affaires. Enfin, on peut approcher de ces choses-là. C'est évident. Et une fois qu'on a ça, il faut visualiser cette marche et puis avoir un plan d'action pour gérer cette transition avec les moyens et ne pas avoir peur des décisions qui sont parfois très cruelles. S'il faut changer de métier, il vaut mieux savoir le plus tôt possible. Voilà. Il ne faut pas attendre. Parce que le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. En tout cas, ça coûte cher.
Oui, non, mais c'est un bon message. On va rentrer dans le dur, si j'ose m'exprimer ainsi. Philippe Carrère, donc vous êtes le directeur régional d'Eiffage Construction. Alors, tout est dans le nom. Un mot de présentation d'Eiffage, et puis après, on va voir comment vous essayez de vous emparer de ce sujet de la baisse d'émissions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, Eiffage, d'abord quelques mots de présentation d'Eiffage. Eiffage est un major de la construction. Beaucoup de gens le savent, on est dans les trois majors avec Bouygues et Vinci. Ce que les gens savent moins, c'est que Eiffage s'est créé en 92 et c'était un RES, ce qu'on appelle un RES, une reprise de l'entreprise par les salariés. Donc, et encore aujourd'hui, 80% des salariés sont actionnaires de 22% du groupe Eiffage. Donc voilà, c'est simplement pour planter le débat et ça reste quand même malgré tout un groupe à taille humaine. Donc il y a 4 branches dans le groupe Eiffage. Il y a la branche construction et promotion dans laquelle je travaille, une branche énergie, une branche route et une branche concession. Du reste, il y a 2 concessions en Occitanie qui sont très connues, qui appartiennent en toute partie à Eiffage, qui sont la première, le viaduc de Millau, hein, puisque le viaduc a été construit par Eiffage et appartient à Eiffage. Du reste, si vous faites le rapprochement entre les 80% d'actionnariat dont je fais partie, quand vous prendrez le viaduc de Millau, pensez à moi parce que c'est un petit peu d'argent qui rentre dans ma poche. Donc c'est une petite anecdote quand même qui est importante. Et quand on prend l'avion aussi. Quand on prend l'avion aussi, donc c'est la deuxième concession. Mais là c'est tout. Là pour moi ça rapporte pas trop d'argent. Hein. C'est effectivement on est actionnaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On est le principal actionnaire, puisqu'on possède 49,99% des parts de l'aéroport. Mais bon, là, on va pas trop en parler, parce que avec ce qui se passe actuellement, on commence à avoir quelques avions qui volent, donc on va peut-être redresser tout ça. Mais pour le moment, on oublie un petit peu l'aéroport. Alors on a parlé tout à l'heure avec Éric Berger du béton. Forcément, dans la construction, vous êtes confronté aux émissions. Comment vous faites? Vous êtes fixé des objectifs très ambitieux. Ils sont assez ambitieux. Donc là, on parlait de 2030, hein, puisque effectivement 2030 c'est demain. Donc effectivement, on a décidé notre président, hein, notre direction générale, a décidé de nous fixer des objectifs très ambitieux en matière de réduction de gaz à effet de serre, puisque sur le scope 1 et 2, l'ambition est de... Alors scope 1 et 2, il faut traduire. Scope 1 et 2, c'est l'énergie dont on a besoin, carburant, électricité, tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner nos structures. Scope 1 et 2, donc c'est une ambition de réduire de 46% nos émissions de gaz. À 2030 ? À 2030. Et sur le scope 3, qui est ce qu'on construit, donc nos bâtiments, nos routes, et tout ce qui va avec, c'est de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est sûr que c'est très ambitieux, mais c'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible, puisque, comme je le disais, on est capable de maîtriser la conception de ce qu'on réalise. Aujourd'hui, chez Eiffage, notamment chez Eiffage Construction, parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, parce qu'on est quand même très nombreux, dans 50% de notre activité, nous maîtrisons la conception de ce qu'on réalise, soit par le biais de la promotion immobilière, hein, puisqu'on sommes promoteurs, et la raison d'être de la promotion chez nous, c'est de faire travailler la construction. Vous ne verrez jamais une entreprise autre qu'Eiffage Construction réaliser une opération qui est développée par Eiffage Immobilier. Donc là, quand on a la conception, on maîtrise les matériaux, on maîtrise les modes constructifs. Quand on décide d'industrialiser, on industrialise. Quand on décide de construire en bois, on construit en bois. Quand on décide d'utiliser des containers, on utilise des containers. On vient de livrer dernièrement sur Bordeaux la première tour, c'est la tour la plus haute de France, tout en bois. Hyperion. Qui s'appelle Hyperion, qui est une tour qui fait 17 étages. Alors 17 étages, pourquoi? Parce que c'est légèrement en dessous des 50 mètres de haut, et au-dessus c'est des IGH, et donc les IGH c'est des réglementations plus compliquées. Des immeubles de grande hauteur. Voilà, tout à fait. Donc, et là c'est compliqué puisque on ne sait plus le faire en bois. Et donc vous savez techniquement construire une tour de 17 étages en bois. Et est-ce qu'en termes de coût, puisqu'on parlait tout à l'heure du prix, faire du béton décarboné, on sait faire, mais c'est trop cher. Le bois aujourd'hui est cher, c'est clair. On est confronté à... Voilà, on ne travaille pas en série, on fait des prototypes. Une tour comme celle-là, alors elle est tout en bois, en horizontal et en vertical. Il y a quand même un noyau
en béton, où il y a l'ascenseur et puis les escaliers, où là, effectivement, pour rigidifier le tout, on est obligé de mettre un petit peu de béton, mais ce sont des bétons bas carbone. Après, tout le reste est en bois. Non, aujourd'hui, ça coûte plus cher, c'est clair. Donc, mais bon, voilà, on essuie les plâtres. Puis on a notre direction générale qui accepte, on perd un petit peu d'argent sur ces opérations-là, puisque ce sont des opérations très emblématiques. C'est aussi des démonstrateurs pour essayer de construire en série Bien sûr, tout à fait. ces procédés. Alors après, il y a des opérations qui sont complètement décarbonées, ou pas entièrement décarbonées, mais qui sont vraiment bas carbone, où là, on arrive à gagner de l'argent. Hein. Ce sont des opérations comme on va développer sur Montpellier une opération de bureau de 4000 m², où là, c'est du béton. Tout ce qui est horizontal, c'est du béton bas carbone, et tout ce qui est vertical, c'est du bois. Et le béton bas carbone, il est plus cher que le béton. Oui, il est plus cher, mais on le vend. Et le client final accepte de payer un peu plus cher parce que c'est bas carbone. Le client final, c'est Eiffage Immobilier. D'accord. Donc, et le client d'Eiffage Immobilier. Lui, il accepte. Et le client d'Eiffage Immobilier, c'est un investisseur qui s'appelle Groupama, qui lui aussi communique sur le bas carbone, sur la construction vertueuse. Et donc effectivement, oui, il accepte. Oui, il accepte. Donc on verra de plus en plus aussi des maîtres d'ouvrage accepter d'investir pour développer des bureaux et des constructions qui sont l'avenir. Eric, vous vouliez réagir ? Oui, je suis totalement d'accord avec M. Carrère. Et de toute façon, dans la construction, le gouvernement vient de passer une norme qui s'appelle la RE 2020, qui va faire en sorte que non seulement il y aura le diagnostic énergétique que vous connaissez, vous savez, les logements qui sont ABCD, ça c'est la consommation d'énergie par mètre carré par an sur le logement, mais il va y avoir une norme qui définit la quantité de carbone qui a été émise lors de la construction. C'est-à-dire tous les matériaux, le béton, les tuyauteries, les équipements de la maison. Donc ça va rentrer dans le bilan. Oui, c'est-à-dire que c'est même pas un classement là, il y aura une limite à ne pas dépasser. Donc je pense que pour 2022, c'est pas trop dur, mais les seuils 2028 et puis 2031, il va falloir que ça baisse de 30% au total. Là, c'est un sacré challenge. Donc, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes plutôt supportif de cette norme, non ? Pour vous, c'est un challenge qui est plutôt excitant pour les équipes ou... Oui, c'est bien sûr. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour vivre, il faut être créatif. Hein. Il faut être créatif et pour se dénoter de la concurrence, c'est les jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs. On parlait de l'école des mines tout à l'heure. On attire des jeunes quand on construit des prototypes d'avenir. Rester statique et construire comme on construisait il y a 10 ans ou comme on construit encore aujourd'hui, on n'attirera pas un seul jeune. Je trouve ça formidable parce qu'on aurait pu dire qu'une boîte comme Eiffage dit c'est quoi cette contrainte, ça va rajouter des coûts, c'est compliqué, comment on va faire. Il y a des gens qui sont battus contre cette norme, hein. Notamment des lobbies. Pas se cacher. Non, mais moi j'étais 10 ans chez Lafarge, je peux vous dire que Lafarge a tout fait, c'est pas un hasard si la RE 2020 sort en 2022. Un petit peu de retard. Il y a un petit peu de retard parce qu'ils se sont battus, ils ne sont pas d'accord sur les modes de calcul, que ça favorise trop le bois, Mais à la fin quand même, moi je vois que des gens qui sont plutôt excités par le challenge qui est à relever. L'autre jour, le week-end dernier, on avait au Shift une réunion avec pas mal de chefs d'entreprise. Il y avait des gens de Vinci et notamment le patron de Vicat, les fameux ciments Vicat, une boîte familiale. Mais je me disais, c'est la catastrophe, cette RE 2020, parce que le béton va souffrir. J'ai dit, mais attendez, dans les 20 ans qui viennent, ce qu'il y a à faire dans le béton est 1000 fois plus passionnant que les 20 dernières années, où on vendait de la tonne et c'était inintéressant. Là, vous allez pouvoir faire venir des ingénieurs qui vont se passionner pour le béton bas carbone, mettre des solutions. Je veux dire, c'est des gens qui ont vendu, enfin, faut pas se leurrer, ils ont vendu comme des crédits carbone gratuits. Vous voulez peut-être parler du prix du carbone. On va en parler tout à l'heure. Par exemple, il faut savoir que les grands émetteurs de carbone aujourd'hui, ceux qui font beaucoup de feu, les cimentiers, les raffineries, les sidérurgistes, en fait, sont soumis à des quotas. Et quand ils ont des quotas excédentaires, alors ils ont des quotas gratuits, puis quand ils en ont en trop, ils peuvent les vendre sur le marché du carbone. Les cimentiers, ils avaient bien négocié leurs quotas il y a 20 ans. Et ils ont vendu, juste pour donner un ordre d'idée, à l'échelon européen, ils ont vendu pour 3 milliards d'euros de quotas gratuits. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et pourtant, les usines françaises sont les moins modernes du monde. Alors, Philippe Carrère, j'ai une question, parce qu'au MEDEF, il n'y a pas que des grandes entreprises, et effectivement, il y a des Eiffage, mais il y a aussi plein de petites entreprises. Comment vous mettez en mouvement, parce que vous ne travaillez pas seul sur vos chantiers, vous avez des partenaires, comment vous mettez en mouvement votre supply chain sous Eiffage, pour qu'elle aussi passe au bas carbone ? Bon, déjà, nous, on est acheteurs, hein, puisqu'on a des gens qui achètent dans nos structures. Hein.
il est clair que dans nos cahiers des charges aujourd'hui, dans nos contrats cadres, on impose des critères bas carbone. Quelles que soient les matières, les produits qu'on achète aujourd'hui, on demande à nos fournisseurs de gérer, alors pas en totalité, mais de gérer déjà, de se mettre le pied à l'étrier et de gérer l'aspect bas carbone. Donc ce que vous dites, c'est très important pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ou demain, si je ne suis pas aux critères voulus par mon donneur d'ordre, je sors du marché. Oui, c'est possible. Alors bon, je ne sais pas si un jour un maître d'ouvrage acceptera de ne pas travailler avec une entreprise parce qu'elle ne respecte pas les critères bas carbone, parce que bon, après c'est l'économie, il rentre en ligne de compte des choses. Il y aura toujours un concurrent qui lui la respectera. Donc bien sûr. Voilà, dans tous les cas, aujourd'hui, si on veut se dénoter, et puis c'est même pas se dénoter, c'est l'avenir. Voilà, on est en marche. Bon, il y a eu quand même une vague aux dernières élections municipales, on ne peut pas l'oublier, ça, on peut pas le. Et nous sommes tous vague verte, et nous sommes tous normalement constitués. On est comme les gens qui ont voté. On commence tous à réaliser qu'il faut que qu'on évolue vers un avenir bien meilleur qu'en termes de construction sur des produits vertueux. Alors, avant qu'on poursuive le débat, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le fonds que Eiffage a lancé pour justement pouvoir proposer des solutions bas carbone, même quand on ne lui demande pas, parce qu'il y a un surcoût. Et c'est un fonds chez vous, chez Eiffage, que vous avez créé, qui va prendre une partie de ce surcoût. Ouais, alors j'ai un banquier qui est mon président, qui s'appelle Benoît de Ruffray. Quand je vais le voir, il lâche pas les ronds assez facilement, donc il faut être persuasif. C'est normal, c'est un patron. Mais comme il est très moteur, il a mis en place depuis 3 ans un fonds qui s'appelle EFAS, où il met chaque année 2 millions d'euros. Et quand je réponds à un appel d'offres, et que il n'y a aucun critère bas carbone, puisqu'aujourd'hui le bas carbone coûte quand même malgré tout plus cher, hein, c'est clair, on parlait de béton tout à l'heure, ça coûte plus cher. Je vais voir mon président en lui disant voilà, je suis capable de proposer à mon client une solution bas carbone qui mettra en valeur le maître d'ouvrage, hein, s'il nous traite l'opération, parce que là, il va développer, il va avoir une image lui aussi. Et donc là, si je suis persuasif, mon président accepte de taper dans les 2 millions et de financer la plus-value que génère cette solution vertueuse, et puis donc de la payer au client. Voilà, du coup, vous amortissez un peu le choc pour le client final. On amortit le choc, on traite une opération. Ça marche des fois, ça marche pas, hein, ça peut ne pas marcher non plus, hein, mais quand ça marche, c'est du gagnant-gagnant. Mmh. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage et puis le débat continue. Si vous avez des questions, ou en tout cas vous réfléchissez à des questions, vous n'hésitez pas, vous les préparez. Tout à l'heure, on fait passer le micro et comme ça, vous pouvez interagir. Parce que c'est quand même unique d'avoir vous êtes très complémentaires les uns des autres. Alors, Nadège Bertrand, vous êtes la dirigeante de SolarPaint. On a beaucoup parlé jusqu'à présent du changement climatique, énergétique comme un peu une contrainte. Vous, c'est aussi une opportunité de marché. Vous allez nous présenter votre entreprise et surtout le super produit que vous avez mis au point. Parce que je trouve que c'est un super produit. Alors déjà, je suis ravie de cette table ronde parce que déjà, dans les peu d'échanges qu'on a eus jusqu'à présent, je vois déjà plein de solutions. Je ne suis pas toute seule à lutter contre un beau projet qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et je me dis que l'addition des projets, et à plusieurs, on est plus fort. Et déjà, j'ai déjà plein d'idées dans les discours que j'ai entendus à côté de moi. Donc moi, Nadège Bernard, je suis donc dirigeante de SolarPaint. C'est une nouvelle société puisqu'elle a été créée il y a moins d'1 an, mais qui appartient à un grand groupe qui existe depuis 40 ans, qui est un groupe qui est au service de l'industrie. Donc tout simplement par plusieurs filiales. Une filiale qui fait du traitement anti-corrosion, où on a des partenaires comme Eiffage, puisqu'on fait traitement anti-corrosion, notamment pour le viaduc de Millau, RTE, pour les ouvrages d'art, exactement. Donc là, on est plus dans l'aspect curatif et de sauver nos vieux ouvrages. Donc ça, c'est du traitement anti-corrosion, où on a un partenaire fournisseur principal qui est l'usine Maestria, et je reviendrai tout à l'heure le pourquoi de l'usine Maestria. Important, exactement. Qui est notre fournisseur de cette peinture. On a une deuxième filiale qui est là dans le traitement, qui est plus dans l'expertise diagnostique. Donc là, on a 2 instructeurs drones. Donc notre outil, ce sont les drones. Et on fait du diagnostic expertise pour le monde industriel. Donc là, on est plus dans la prévention avant le traitement anti-corrosion. Donc vos drones vont se balader sur les ouvrages d'art, les pylônes RTE. On fait de la thermographie, l'orthomosaïque, on fait des études d'ouvrages et on est capable de faire un diagnostic à partir de drones. Et on est capable aussi d'aller dans des zones Céveso, donc des zones protégées où l'humain ne peut pas toujours aller, où on a un drone certifié ATEX qui peut aller dans des zones
Céveso. Donc ça, c'est la deuxième filiale. La troisième filiale, c'est une société de formation liée à la sécurité de nos employés. On a des peintres qui grimpent en hauteur, qui vont sur des pylônes. Donc il y a une sécurité au travail très importante et une formation. Ce sont presque des cordistes, hein, c'est du travail en hauteur. Et est venue l'idée en fait de mettre en synergie un petit peu, moi quand je suis rentrée dans cette société, c'était de mettre en relation un petit peu de façon très transversale au sein du groupe notre expertise et de se dire oui, la peinture c'est pas quelque chose de très fun, comment on pourrait répondre aujourd'hui en effet à un objectif qui est la lutte contre le réchauffement climatique de par toutes nos expertises. Et en fait on a inventé, donc on est dans un levier qui est plus dans l'innovation, mais on n'a rien inventé. Le fameux levier dont on parlait sur les innovations technologiques. Hein. Voilà, tout à fait. Et là, en fait, on s'est inspiré de quelque chose qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui est très méconnu en France. Si je vous parle de cool roofing, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent. Cool roof, le procédé cool roof, c'est la toiture fraîche. Donc le cool roofing, en fait, c'est un procédé qui est simple. Par défaut, vous savez qu'un vêtement blanc, on aura moins chaud qu'un vêtement noir. Dans une voiture blanche, on a moins chaud que dans une voiture noire. Le cool roofing, en fait, c'est une solution pour les toitures de bâtiments industriels, tertiaires, plateformes logistiques, qui permet tout simplement de faire baisser la température de la toiture. Donc en fait, cette peinture, c'est une recette. Secrète. C'est une recette secrète. C'est une recette, on y reviendra sur la recette peut-être tout à l'heure, oui. Qui tout simplement permet de refléter les rayons du soleil. Elle a donc un pouvoir de réfléchissant très, très puissant et elle a aussi un pouvoir d'émissivité, ce qui fait qu'en fait, les rayons du soleil donc, font repartir la chaleur du bâtiment et on ne stocke pas la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Donc par défaut, à partir de cette peinture-là, on a une application simple, on y reviendra tout à l'heure sur les bâtiments industriels. On va donner quand même un chiffre pour fixer les idées. On peut atteindre 70 degrés sur la surface. En effet, quand il fait très chaud, l'été, il fait de plus en plus chaud sur les toitures de bâtiments industriels notamment, mais aussi les bâtiments publics, notamment à toit plat, puisque la plupart des toitures aujourd'hui ont été avec des revêtements bitumineux, donc un revêtement gris, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un mammouth, c'est du goudron, hein, tout simplement. On peut atteindre jusqu'à 70 degrés, en effet, en pleine chaleur, en plein soleil, de chaleur. Et avec votre peinture, on descend. Cette peinture, en fait, réduit de moitié mécaniquement, par application sur le revêtement bitumineux, de moitié. Donc de 70 à 35. Exactement. Donc ça veut dire une enveloppe moins chaude, exactement, besoin de moins de climatisation, moins de consommation. Baisser, bien sûr, exactement, la température intérieure du bâtiment. Et bien évidemment, évite en effet les surconsommations de climatisation, de groupes froids pour les centres commerciaux. Donc voilà, c'est un procédé complètement naturel, il faut le savoir quand même. D'accord. Donc ça fait 1 an que vous avez créé la société. Vous avez 2 chantiers pilotes, je crois. Alors on a 2 chantiers pilotes qui ont été réalisés avec des centres commerciaux, notamment l'enseigne Leclerc Perpignan et Leclerc-Le Boulou, mais on a aussi un chantier pilote avec Paprec, une usine de recyclage de déchets qui avait des problématiques de surchauffe par rapport au confort des employés et des capteurs qui tombaient en panne régulièrement de fait de la surchauffe. On a plein d'autres projets puisqu'on a quand même pas mal de grands groupes qui s'intéressent aujourd'hui au projet. Mais on est méconnu. C'est-à-dire que c'est un système et un procédé en effet nouveau. On connaît les panneaux photovoltaïques, on peut changer nos lampes LED, enfin on peut avoir... Est-ce que ça coûte cher? Parce que moi je suis chef d'entreprise, j'ai un hangar qui consomme beaucoup. Je me dis, si je passe la peinture, ça coûte combien au mètre carré à peu près? Alors au mètre carré, il faut compter entre 19 et 22 euros au mètre carré. D'accord. Voilà. Donc par rapport à un investissement de panneaux photovoltaïques, par exemple, on est loin, on est loin. On en est très loin. Par contre, ça peut s'additionner. Quand je parlais tout à l'heure des propos des intervenants, c'est qu'aujourd'hui, on peut additionner plusieurs solutions pour arriver en effet au bas carbone et atteindre les objectifs. Et dans la construction, notamment. Ouais. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit mûrir de nouveaux projets et de nouveaux contrats que nous signons de plus en plus, qui sont les marchés globaux de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on répond à un appel d'offres, non seulement on s'engage à le concevoir, on s'engage à le construire, mais on s'engage aussi sur la consommation énergétique du bâtiment. Et là, ça devient intéressant, parce que peut-être que le bâtiment, il coûtera un tout petit peu plus cher, je sais pas, et encore, on peut tout à fait l'absorber. Mais par contre, en termes de consommation énergétique, c'est là que ça intéresse tous les clients. Et aujourd'hui, il faut savoir que les maîtres d'ouvrage publics sont en plein là-dedans, que ce soit l'armée, que ce soit
que ce soit l'État. Aujourd'hui, tous les gros appels d'offres qui sortent sont des marchés globaux de performance, c'est clair. Tout à fait, parce qu'en fait, là, la clientèle qu'on aborde, que j'aborde, Elle est font plutôt des privée. bilans énergétiques. Ah Hein, oui, oui. ils passent en effet par des bureaux d'études comme Green Yellow, Greenflex, ont un diagnostic de bilan énergétique et ensuite, c'est pas systématique, ils leur apportent pas de solution. Et donc En cette effet, peinture, elle est faite en Ariège, hein, Alors à donc, Pamiers. voilà, donc le bureau de recherche et développement de Maestria, et j'y tiens parce qu'on reste dans l'Occitanie et que c'est un très très beau partenariat, a vraiment créé cette recette pour nous. C'est-à-dire que le produit nous appartient, il s'appelle Solar Coat et il est certifié. Alors ça a mis du temps parce que c'est un produit qu'il faut faire passer en laboratoire, certifié aux normes européennes et qu'on puisse lui donner ce qu'on appelle un SRI, donc un seuil de réflectance, un indice qui valorise le produit comme étant vraiment avec ses efficace, pouvoirs, voilà, réfléchissants. Voilà, Philippe. Bon, ça tombe bien parce qu'on a une agence à Pamiers, donc. Ah ben vous allez parler après. Bon, en tout cas, est-ce que pour vous c'est une vraie opportunité de marché? Parce que vous me disiez, vous avez dénombré, il y a 500 millions de toitures à peindre en France. Il y a 500 millions en France de toitures à peindre. Voilà. Donc le marché est très vaste. On sera même peut-être pas assez nombreux pour le couvrir, mais quand on en sera arrivé là, déjà... William Vidal, on voit qu'il y a aussi des opportunités de marché qui s'ouvrent quand on se met en marche. Oui, alors ça, c'est le sujet de la croissance verte. Oui. Parce qu'aujourd'hui, croissance égale énergie, égale CO2, égale dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, on n'a pas assez formalisé, disons, cette croissance verte. Ce sont des exemples, hein, c'est magnifique, hein, mais je crois qu'il faut l'aborder plus globalement par secteur. Et on va dire, bon voilà, il faut chercher, ça ira par la recherche, l'innovation, etc. Mais la croissance telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est fini. Il faut inventer un autre modèle. Donc si on mise sur cette croissance, on va dans le mur, collectivement et individuellement. Donc il faut bien travailler sur tout ça, mais ce n'est pas facile, bien évidemment. Mais on ne l'a pas. On parle beaucoup de croissance verte, mais on ne l'a pas définie, on n'a pas tous les moyens pour le faire. En tout cas, là, c'est un exemple assez Bravo. concret. Alors, ouais. Olivier Roland, alors évidemment, on ne peut pas parler de croissance si on ne parle pas d'énergie, parce que la croissance est intimement corrélée à l'énergie. Donc, vous êtes le directeur commerce EDF pour le Grand Sud-Ouest, c'est une très grande région. Et il y a un de vos cousins, votre frère RTE, qui va donner son grand scénario sur le mix énergétique. Dont le pays va avoir besoin dans les années à venir. Alors peut-être un mot pour fixer les idées là-dessus. Oui, alors RTE va sortir le 25 octobre prochain son analyse des différents scénarios. C'est-à-dire qu'il va pas, RTE, c'est le réseau de transport, hein, ne va pas dire il faut faire ça ou il faut faire autre chose. Il va qualifier la faisabilité d'un certain nombre de scénarios, ce qui n'est pas complètement la même chose. Sur quoi est-ce qu'on part? On part sur un principe qui est qu'il faut diviser par 2 ou moins 40% notre consommation d'énergie globalement. Dans cette part-là d'énergie aujourd'hui, l'électricité, c'est 25%. Donc de toute notre consommation énergétique, c'est à peu près 2000 TWh. L'électricité, c'est 500 TWh. Il faut faire un double mouvement. D'un côté, il faut diminuer notre consommation, et de l'autre côté, il faut augmenter la part de l'électricité, parce que c'est ce qu'on sait décarboner en termes d'énergie. La logique, c'est d'amener l'électricité de 25 à 50% du total de la consommation énergétique, ce qui représente une croissance de 30% pour la partie électricité, puisqu'on divise d'un côté, on monte de l'autre. Alors, ça veut dire 30% en 30 ans, ça veut dire 1% par an. Ça intègre les croissances de véhicules électriques, ça intègre l'hydrogène. Donc, on n'est pas sur des volumes gigantesques. On n'aura pas de problème de volume de production d'électricité pour atteindre les scénarios 2050, etc. La question ne se pose pas en volume. Quand on déjeune à Noël et qu'on dit avec tes voitures électriques, tu vas nous mettre des centrales nucléaires tous les 2 mètres, ben non. 1% tous les ans, la croissance du volume élect, c'est pas la problématique. Le problème, c'est quoi? C'est les pics de consommation? Le problème, c'est d'arriver d'abord à transférer des consommations fossiles vers des consommations électriques et des consommations électriques décarbonées. L'hydrogène dont on parle, c'est une très bonne solution sur plein d'aspects, mais à condition que ce ne soit pas fait par vaporéformage, que ce soit produit à partir d'électricité décarbonée, alors électricité verte ou électricité qui vient du réseau avec du nucléaire. À minima, il faut que ce soit absolument décarboné. Donc cette problématique-là, elle est posée, RTE va apporter des réponses. Schématiquement et super rapidement, il y a 2 grands scénarios qui s'opposent, en tout cas qu'on peut opposer. Il y a un scénario avec 100% d'énergie renouvelable, qui est un scénario qui a été posé comme hypothèse. C'est faisable, ça, ou qui nécessite une chimère? Ça nous semble être une chimère, pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il faut réussir à développer des objets de production d'électricité solaire, éolien,
absolument partout. Il ne faut rien rater en termes de solaire. Pas une toiture, donc désolé pour les peintures. Pas une toiture, pas un champ. Il faut utiliser la totalité du potentiel sur l'éolien terrestre et il faut doubler à peu près le potentiel maritime. On sait faire en Atlantique. C'est les éoliennes atlantiques on sait faire parce que les fonds marins sont accessibles, on sait ancrer. Dans la Méditerranée, les fonds descendent très vite et on teste les éoliennes flottantes. Et notamment à Port-la-Nouvelle, on va tester les éoliennes flottantes en termes de coûts, de faisabilité, d'atterrage, etc. Donc ce scénario-là, il y a cette partie-là. Il faut multiplier par 5 le volume la vitesse de déploiement des solutions d'énergie renouvelable dans les 30 prochaines années, à partir de maintenant. Puis ensuite, il faut adapter tous les réseaux parce qu'ils sont monodirectionnels, les réseaux. Donc il va falloir qu'ils soient bidirectionnels et qu'ils soient capables de récupérer toute l'injection possible. Et ensuite, il faut gérer des flexibilités. Flexibilité, ça veut dire que les énergies renouvelables, elles sont formidables. Et EDF est le premier acteur des énergies renouvelables en Europe, donc on ne va pas vous dire le contraire. Mais elles sont intermittentes. Donc il y a du vent, il n'y a pas de vent, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Puis elles sont réparties, elles sont positionnées à peu près partout. D'où les évolutions en réseau et d'où les flexibilités. C'est-à-dire quand il n'y a pas de vent, il faut prévoir un autre moyen de production pour pallier l'absence de vent. Donc ce premier scénario est analysé, il va être critérisé. Puis après, il y a des scénarios qui tournent autour de 30% à 50% de nucléaire. Vous savez que la loi, elle n'autorise pas d'aller au-delà de 50. 30 à 50% de nucléaire avec du renouvelable. Grosso modo, ça veut dire qu'il faut créer entre maintenant et 2030 à peu près un réacteur nucléaire tous les 2 ans pendant 30 ans pour pouvoir être au rendez-vous, sachant que les réacteurs actuels, ils ont 40 ans cette année, donc ils auront 50 ans en 2030, 60 ans en 2040. Donc si on ne s'y prend pas maintenant, d'où les annonces du président sur SMR, Small Modular Reactor, les petits réacteurs modulaires, à peu près 170 à 300 MW, ou les EPR deuxième génération, peut-être après le 25 octobre, il faut les lancer maintenant si on veut les avoir en 2030 sur le réseau pour pouvoir prendre le relais des centrales qui vont devoir s'arrêter. Donc on est dans des scénarios 2050 qui se décident dans les 18 prochains mois. Et ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une expression. Ça se décide maintenant, y compris pour les renouvelables, si on veut être au rendez-vous en 2050 pour avoir de l'énergie. Et ces scénarios-là, je le précise, ils intègrent une baisse de 40% de notre consommation globale. Donc peut-être il en faudra plus si on ne sait pas réduire notre conso à ce niveau-là et la décarboner. Bon, sujet à décider dans les 18 mois. Il va falloir en parler au forum présidentiel ce soir. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en occupent à Paris. Il va falloir faire remonter ça. Éric Berger, oui. C'est un truc totalement critique. C'est-à-dire que moi, au sujet industrie aux chiffres, quand on regarde tous les scénarios pour essayer de verdir, notamment par des procédés de rupture, il faut de l'électricité. Ah oui. Il faut qu'elle soit tous les jours. Il faut qu'elle soit non effaçable. Il faut qu'elle soit tous les jours. On ne fait pas une usine d'engrais en disant je vais fonctionner que la moitié de l'année. C'est juste pas possible. Deuxième chose, il faut savoir qu'on a un défi. Parce que nous, au PTEF, on a fait aussi un truc très important qui est de dire on a fait une enquête via nos shifters. En fait, on a une armée de 6000 volontaires dans une association. Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des shifters dans la salle. Ils lèvent la main. Oui, il y en a un là, j'en vois un. Qui ont interrogé 15 000 personnes par rapport à la transition énergétique. Alors vous écoutez dans la presse des conseils, les préoccupations des gens pour les présidentielles, c'est le pouvoir d'achat, etc. Mais quand on regarde les gens sur le long terme, de façon posée, ils disent ma principale préoccupation, c'est quel job auront mes enfants. Donc l'emploi, c'est vraiment au cœur du truc. Et en fait, donc nous, on s'est attaqué beaucoup à ce qu'est emploi. Donc on a un plan dans notre plan de transformation avec la concrétisation en emploi. Donc il faudra des basculements énormes de certains secteurs vers d'autres. L'automobile va souffrir, puis on va essayer d'en mettre d'autres beaucoup plus dans le recyclage, par exemple. Mais par exemple, la contrainte carbonée et électrique, si on fait les bons choix, on a la possibilité de relocaliser certaines choses. Je donne un exemple qui est un scandale pour moi. Oui, les engrais, par exemple. Aujourd'hui, en France, les engrais azotés, alors qu'on a une puissance agricole, on importe les 2/3 de nos engrais azotés. On les importe de Hollande, d'Allemagne, d'Égypte, parce qu'on n'est pas au bout du tuyau de gaz. Demain, on le fait avec de l'hydrogène vert parce qu'on a l'électricité. On peut non seulement produire pour nous de façon décarbonée, mais devenir le centre d'exportation de produits décarbonés parce qu'on aura fait les bons choix suffisamment à l'avance. Très bien. C'est majeur. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle, des interrogations ? Pendant que vous réfléchissez 2 minutes, moi j'en pose une à Olivier, notamment quand on préparait ce rendez-vous, vous m'avez dit point de vigilance pour les chefs d'entreprise qui seront avec nous à la REF Toulouse, c'est le décret tertiaire.
Un mot là-dessus, parce que peu de gens le savent. En fait, il y a tout un corpus réglementaire qui s'impose aux entreprises, court, moyen, long terme. Il y a des audits réglementaires qui sont impératifs, faire tous les 4 ans. Et puis, il y a un objet qui s'appelle le décret tertiaire, qui est pour toutes les entreprises qui ont des bâtiments de plus de 1000 m², il faut déclarer une consommation originelle. Donc, dans les 10 ans, à partir de maintenant, 10 ans précédents, il faut choisir une année. Alors, ce n'est pas l'année où on a consommé le plus ou l'année où on a consommé le moins, il faut la regarder sur sa composition, déclarer une année, et puis après s'engager formellement auprès de l'ADEME, ça se met sur un site qui s'appelle Opéra, c'est un joli nom, s'engager auprès de l'ADEME à des diminutions de consommation à 2025, 2030, 2035, 2040, etc. Et donc ça, c'est une obligation. Il y a des pénalités associées, évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas de gendarme derrière chacune des portes, mais il est évident qu'à mesure que la pression va augmenter sur cette question du dérèglement climatique et puis de la décarbonation, on va venir vérifier tout ce corpus. Et le décret tertiaire, c'est vraiment l'un des éléments assez forts, mais vous avez tout ce qui est dans la loi Elan sur les véhicules électriques, l'obligation d'installer des bornes, l'obligation d'installer des systèmes de recharge sur les parkings, etc. etc. On parlait du bilan carbone tout à l'heure, la capacité à avoir un point zéro. Et moi, je vous incite vraiment à faire ce travail de point zéro et à commencer à regarder les feuilles de route que vous pouvez construire en fonction de vos objectifs, en fonction des contraintes réglementaires qui sont propres à chacun des secteurs. On parlait tout à l'heure des donneurs d'ordre. Il y a un label qui s'appelle EcoVadis aujourd'hui. Si vous n'avez pas ce label, vous ne pouvez pas répondre à des appels d'offres publics, par exemple, sur un certain nombre de dimensions. Voilà, ces labels deviennent impératifs pour pouvoir juste répondre à un appel d'offres. Et faire du business. Et faire du business. Donc il y a des contraintes réglementaires, et puis après, il y a des opportunités de financement. Ces opportunités de financement, elles sont timées. Et donc, dans votre feuille de route, il y a c'est quoi mes contraintes dans mon secteur, c'est quoi les opportunités de financement, et on trace une feuille de route sur les 5-10 ans à venir pour pouvoir aider les entreprises à construire leur schéma. Et on est prêt à vous aider, bien évidemment, sur cette dimension-là. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Merci beaucoup à tous les 5. Merci. Merci beaucoup.